Donc, rebonjour, bienvenue parmi nous dans Physiothérapie Day. Et on va commencer la deuxième session de cette journée. On va voir ensemble maintenant l'épaule. La première présentation sera présentée par Dr Mehdi Bellil concernant euh, euh, qu'est-ce qu'une rupture de la coiffe, évolution naturelle. C'est bon. Ok. Bonjour à tous. Donc maintenant, nous allons voir l'histoire naturelle d'une lésion de coiffe. Alors, il faut savoir que la prévalence des symptômes liés à une tendinopathie de la coiffe ne représente que 1,5% des consultations de médecine générale au Royaume-Uni. En 2014, aux USA, c'est près de 4,5 millions de consultations pour des problèmes de coiffe. Mais ce qu'il faut savoir, que ce motif de consultation n'est que la partie visible. Donc c'est la partie visible d'un iceberg parce que c'est les épaules douloureuses symptomatiques. Mais il y a beaucoup d'autres épaules qui sont lésées mais qui sont encore au stade asymptomatique. Donc c'est la fraction visible car comme on l'a dit elle est douloureuse, mais il existe des lésions tissulaires tendineuses qui sont majoritairement asymptomatiques. Donc la prévalence réelle de ces ruptures est difficile à évaluer. Alors si la théorie de l'évolution pour l'homme elle est encore débattue, pour la coiffe, elle est plus ou moins évidente. Et l'évolution va se faire vers l'aggravation, comme on peut le voir sur ces clichés fluoroscopiques. Et va se faire vers la détérioration tendineuse. Alors, cette évolution suscite de nombreuses questions et toutes ne sont pas encore résolues. Pourquoi la coiffe est-elle si particulièrement exposée au risque de rupture? Deuxièmement, quel est le retentissement des ruptures sur la symptomatologie? Et enfin, quand et qui opérer? Alors, d'abord, il faut distinguer deux classifications. Il existe les ruptures traumatiques. Généralement, ça touche le sujet jeune, qui font suite à une chute sur un membre, donc en abduction ou en antépulsion, ou suite à une traction aiguë, généralement isolées, mais peuvent être associées, comme par exemple dans la luxation d'épaule. Il faut savoir qu'actuellement, les recommandations pour des patients de plus de 45 ans, chaque traumatisme de l'épaule, on doit explorer obligatoirement la coiffe. Les ruptures dégénératives, elles sont plus fréquentes. C'est généralement à partir de la cinquantaine. C'est les femmes plus que les hommes. Et généralement, c'est le côté dominant. Elle peut être bilatérale, surtout à partir de 70 ans. C'est généralement dû donc à des phénomènes d'usure. Alors, la première question, pourquoi la coiffe est-elle si particulièrement exposée? Il existe deux types de facteurs à l'origine d'une telle fragilité. D'abord les facteurs extrinsèques, ensuite les facteurs intrinsèques. Alors, la théorie la plus répandue, c'est la théorie du conflit sous-acromial qui a été décrite par Neer. Et donc, lorsqu'il y a une élévation du bras avec une contraction du deltoïde, la coiffe va essayer de recentrer en permanence la tête humérale. Il va y avoir un frottement, donc petit à petit, il va y avoir une altération de la coiffe. Et là, un cercle vicieux va s'installer. Parce que l'altération de la coiffe va occasionner une ascension de la tête qui va augmenter les frottements au niveau du supraépineux et donc au niveau de la face inférieure de la voûte acromiale, et donc le cercle vicieux va s'installer petit à petit et ça va aggraver cette lésion débutante. Alors, comme on peut le voir, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, la coiffe va être coincée entre le marteau et l'enclume. Le marteau, c'est l'acromion, et l'enclume, c'est la tête humérale. Et elle va se retrouver coincée entre les deux. Et donc, le premier stade, c'est la bursite. Ensuite, va s'installer la tendinopathie pour enfin aboutir à la rupture. Il faut savoir que chez certaines personnes, cette symptomatologie va être aggravée rapidement. Et cela va dépendre du type d'acromion. Car décrit par Bigdani, il existe trois formes au niveau de l'acromion. Il y a la forme plate, qui représente près de 17% des patients. Ensuite, il y a la forme incurvée, près de 43% des patients. Et enfin, la forme crochue, comme on peut la voir ici. Et donc, dans cette forme crochue, l'espace sous-acromial va diminuer. Et donc, ça va augmenter le frottement et le risque d'usure. Enfin, quelques autres facteurs extrinsèques, le type de profession. Bien sûr, les patients qui ont une profession manuelle de force sont plus exposés. Le caractère dominant de l'épaule, c'est logique, vu qu'on va utiliser plus notre épaule dominante. Ensuite, certains facteurs génétiques et le tabac qui va limiter la cicatrisation. Pour les facteurs intrinsèques, il existe deux théories.
La théorie vasculaire, elle est de plus en plus abandonnée et qui dit donc qu'il existe une zone hypovasculaire du supraépineux, source de fragilité et de nécrose tendineuse. Et actuellement, on s'oriente plus vers la théorie cellulaire. C'est une modification des structures du collagène lors du vieillissement avec un caractère néfaste de l'inflammation et qui va générer les ruptures. Alors, ce qu'il faut savoir, il faut d'abord définir la rupture, son siège, sa taille, sa rétraction et enfin la dégénérescence graisseuse. C'est des critères majeurs pour pouvoir imposer l'indication thérapeutique. Alors, où commence la rupture? Généralement, c'est le supraspinatus qui est le plus touché. On peut avoir dans 10% des cas de rupture intratendineuse et dans plus de 90% des cas, c'est des ruptures soit superficielles, au niveau de la face superficielle, soit au niveau de la face profonde. Il faut savoir que toutes ces ruptures, c'est des ruptures partielles. Ensuite, ces ruptures vont évoluer. Alors, le siège, comme on a dit, le supraspinatus, c'est celui qui est touché en majorité, mais on peut aussi avoir des lésions du subscapulaire ou de l'infraépineux. C'est des lésions qui sont rares, isolées, et généralement font suite à un traumatisme. Ensuite, les associations les plus fréquentes, c'est les lésions du supraépineux et de l'infraépineux, et on peut avoir plusieurs autres ruptures en fonction de l'évolution de la lésion. Soit elle va en postérieur, soit elle va en antérieur. Alors, que devient la rupture partielle? Elle peut guérir, mais rarement. Un cas sur 10, surtout chez le sujet jeune. Elle peut diminuer, mais aussi rarement. Un cas sur 10. Il faut savoir que dans 75% des cas, cette lésion va s'aggraver. Alors dans 50% des cas, on va avoir une extension de la lésion et dans 25% des cas, on va avoir une rupture transfixiante. Alors qu'est-ce que c'est qu'une rupture transfixiante? Une rupture transfixiante, c'est quelque chose qu'on aura une communication de l'articulation avec l'espace sous-acromial. Et donc là, on aura une lésion de tout le sus épineux, aussi bien pour sa couche superficielle que pour sa couche profonde. Alors, sur ces images péropératoires, on peut voir comment peut évoluer les lésions. Bien sûr, ce n'est pas le même patient, mais là, on voit qu'on a une petite lésion du supraépineux. Chez d'autres patients, quand cette lésion va évoluer, on va avoir une lésion de grande taille. Donc, plus ou moins lentement, mais sûrement, elle va évoluer. Alors, pour la terminologie, on dit qu'une petite rupture, c'est lorsqu'un seul tendon est lésé. Une rupture large, c'est 2 tendons. Et lorsqu'on parle de rupture massive de coiffe, c'est généralement les 3 tendons. D'accord? Donc, c'est le supraépineux, l'infraépineux et le subscapulaire. Donc, comme on peut le voir sur l'image de droite, c'est des lésions massives qui sont rarement réparables, ou difficilement, on va dire. Alors, comment va s'étendre cette rupture? Il existe plusieurs facteurs qui vont influencer cette vitesse. D'abord, l'âge. Plus on vieillit, plus elle va s'étendre plus rapidement. Deuxièmement, plus le caractère transfixiant est d'emblée, plus elle va s'accroître rapidement aussi. De même que pour la durée d'évolution. Et enfin, la présence d'une infiltration graisseuse des muscles. Donc, en conclusion, plus la rupture est ancienne, plus elle va se dégrader rapidement. Et là, comme on peut le voir sur ces clichés, généralement, la répercussion va se faire par une diminution de la hauteur de l'espace donc entre l'acromion et la tête humérale. En moyenne, c'est 1 mm tous les 15 mois. Et plus on a une ascension de la tête, plus la symptomatologie va devenir handicapante. Il faut savoir aussi que le tendon lésé va se rétracter. Et donc, il existe 3 stades selon la position du moignon par rapport à la tête, donc ici. Donc, le premier stade, le tendon va se trouver en dehors de la tête. Pour le stade 2, il va se retrouver au niveau de la tête. Le stade 3, il est en dedans de la tête. Et le stade 4, au niveau de la glène. Et donc, on peut imaginer qu'un stade 4 va être de réduction difficile. Et donc, le traitement chirurgical pour réparer cette coiffe va être laborieux. On peut voir ici des images arthroscopiques de ces lésions. On peut imaginer qu'à gauche, pour un stade 1, l'acte chirurgical, donc qui généralement se fait sous arthroscopie par une réparation tendineuse, va être plus ou moins facile. Pour le stade 3, par contre, il va être très laborieux. Et donc, de même, on peut arriver à changer d'indication. Pour les stades 3 avec une rétraction importante, on peut proposer des prothèses d'épaule, car ces coiffes ne sont plus réparables. Enfin, pour la dégénérescence graisseuse, il faut savoir que c'est un signe d'ancienneté de la rupture. Et donc, c'est des signes de mauvais pronostic, car ça va compromettre le résultat fonctionnel. Bon, l'écran ne marche plus, mais c'est pas grave. Et donc, plus la lésion est ancienne, plus on va avoir
une dégénérescence graisseuse, et donc le muscle va fondre, et à la place, on va y avoir de la graisse. Et donc là, pour la réparation aussi, c'est un facteur de mauvais pronostic, car c'est des muscles dans la réparation, et le résultat fonctionnel après réparation est mauvais. Alors, quel est le retentissement des ruptures sur la symptomatologie? Il faut savoir que beaucoup de ruptures sont asymptomatiques, ce qui est quelque chose de bien. Il faut savoir aussi que 50% de ces épaules asymptomatiques vont devenir symptomatiques en 3 ans en moyenne. D'accord? Ensuite, plus la rupture va s'étendre et plus le risque de devenir douloureuse. Concrètement, quand est-ce qu'on va avoir un tournant évolutif de notre pathologie? Donc, il faut savoir que le tournant évolutif de la symptomatologie, c'est les lésions de ce câble des rotateurs qui se trouve ici. Donc, c'est le câble qu'on voit, c'est la courbe qu'on est en train de voir. Et donc, une lésion de ce câble antérieur va entraîner, en plus, une rupture importante, une rétraction du tendon. Donc, si la lésion siège au niveau du câble, c'est un tournant évolutif de la symptomatologie. Et là, on va basculer dans une épaule qui est douloureuse et avec une limitation fonctionnelle. Alors, il faut savoir que la rupture va s'étendre à 2 et à 3 tendons ensuite. Il va entraîner une ascension de la tête. Et là, on va basculer, on n'est plus dans le cadre d'une rupture de coiffe, mais on va basculer dans l'omarthrose, avec une omarthrose qui est excentrée. Parce que la coiffe du rotateur ne sera plus fonctionnelle, et donc on ne pourra plus assurer un bon centrage de la tête. Et comme on peut le voir ici, donc la tête va être ascensionnée vers le haut, et là, on va avoir des signes d'omarthrose avec un pincement articulaire gléno-huméral. Donc vous pouvez imaginer que cette pathologie, quand le malade vient à ce stade-là, donc probablement il a une rupture massive de coiffe, et là on ne peut plus proposer un traitement arthroscopique ou une réparation. On est obligé de proposer un traitement donc arthroplastique. Donc pour conclure, l'apparition et l'aggravation des douleurs est un signe d'élargissement de rupture. Il faut surveiller régulièrement une rupture du supraépineux. La partie antérieure, donc la lésion du câble antérieur de la coiffe, c'est le tournant évolutif de notre pathologie, et sa rupture va accélérer l'évolution et serait responsable donc de l'aggravation des douleurs. Il faut bien sûr bien analyser notre rupture, définir son siège, sa distance par rapport à la gouttière bicipitale. Enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que l'évolution naturelle va se faire par la détérioration tendineuse. Ça a été prouvé scientifiquement par plusieurs publications. Les ruptures, généralement, vont débuter à la jonction entre le supraépineux et l'infraépineux, puis ils vont s'étendre progressivement. La vitesse d'extension dépend de plusieurs facteurs, surtout l'âge, le caractère transfixion et la durée d'évolution. Quand sa taille s'accroît, une rupture va devenir douloureuse, et là, on va avoir une infiltration graisseuse qui va apparaître et qui va donc changer le pronostic. On ne pourra plus réparer ces lésions et on se tournera plus vers l'arthroplastie. Je vous remercie. Merci. Merci, Dr Belil. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Si on n'a pas de douleur, on n'a pas de rupture du câble antérieur. Généralement, oui. C'est le tournant évolutif, en fait. Lorsqu'on a une lésion du câble antérieur, là, on bascule dans un traitement chirurgical. On ne va plus attendre l'évolution naturelle. Donc, ce patient-là, il faut l'opérer. Parce que si on ne l'opère pas, pourquoi on dit qu'il faut l'opérer tout de suite? Parce que là, les suites vont être simples. On va juste réparer le tendon. On va mettre des encres et réparer, suturer. Mais après, si on laisse évoluer, ça va se rétracter. La lésion va s'élargir, elle va toucher 2 à 3 tendons et il va avoir une évolution graisseuse du muscle. Et donc, si on ne l'opère pas rapidement, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, il va tomber dans l'omarthrose comme la radio qu'on a vue. Avec l'installation des signes d'arthrose, là on va basculer dans un traitement chirurgical arthroplastique et dont les suites sont plus lourdes à gérer. D'accord, merci. Je vous en prie. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à la deuxième conférence. Et on appelle Dr Étienne Joanny pour nous parler de la thérapie manuelle de l'épaule. Ok, je vais passer tout le début parce que c'est la même. Hop, voilà.
Donc moi je vais parler de l'épaule douloureuse dans la thérapie manuelle. Donc je me représente en vitesse pour ceux qui m'ont pas vu ce matin. Moi je suis un kiné, thérapeute manuel, ostéopathe français. Donc je suis installé en Belgique depuis 10 ans et je suis prof à l'ETMA, Belgique et Tunis. Donc je suis en charge des cours de thérapie manuelle ici à Tunis depuis 1 an. Je vais aborder un peu les mêmes sujets que le docteur précédemment, seulement je vais le prendre à l'inverse. Donc il a parlé beaucoup des lésions qui amenaient potentiellement à la symptomatologie. Moi je vais parler de symptomatologie et on verra plus ou moins les lésions. Donc évidemment, il y a plein de choses à prendre en compte dans une épaule. Les 4 articulations qu'elle représente, les muscles de la coiffe. Et c'est une articulation qui est fortement instable et qui dépend pour son bon fonctionnement d'un bon équilibre musculaire. Les grands mouvements sont évidemment à être testés au départ. Donc je parle en tant que thérapeute manuel. On va tester les grands mouvements et ce qui va nous intéresser, c'est la quantité de mouvement et la qualité du mouvement. On verra, je vais vous parler de dyskinésie scapulo-thoracique. Ce sont des situations cliniques qui sont très très importantes à prendre en compte avant tout traitement chirurgical par exemple. On parlera de lien avec la kyphose thoracique. Donc on verra qu'il n'y a pas de lien, mais je fais un petit spoiler, mais il n'y a pas de lien qui a été identifié entre la kyphose thoracique et la douleur. Par contre, on sait que la kyphose thoracique entraîne des limitations dans la flexion de façon naturelle de l'épaule par un engagement en avant des omoplates. Voilà. Et quelque chose qui est très très important aussi, c'est la capacité personnelle à charger un tendon. Donc ça c'est intra-individuel. Est-ce qu'il y a votre patient qui vient chez vous, il a une douleur d'épaule, potentiellement liée à la coiffe, il faut lui demander s'il y a un changement dans la charge d'activité de son épaule. Est-ce qu'il a par exemple arrêté le tennis et repris le tennis, changé de raquette pour un cordage plus fort. Tous ces détails-là peuvent vous entraîner vers une douleur liée à une surcharge mécanique. Donc Frédéric Swore a fait toute une série de conférences sur l'épaule. Donc je vais reprendre un concept qu'il a dit que je trouve super intéressant. Autrefois, on parlait de impingement syndrome, donc le syndrome de conflit, comme qui vient d'être décrit juste avant, qui est un concept très mécanique, qui part du principe qu'il y a un blocage mécanique anatomique et qui amène du coup à penser chirurgical. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de subacromial pain syndrome. Donc on prend d'abord la douleur en compte. On part du principe qu'il y a éventuellement un déséquilibre musculaire et de plus en plus de recherches en fait nous indiquent que les tendinopathies en fait sont pas forcément la cause des symptômes et plutôt un déséquilibre soit dans la charge ou dans l'utilisation musculaire. Donc on voit qu'il y a de nombreuses causes à une épaule douloureuse. Donc le rotator cuff related pain syndrome, donc là ce serait une douleur d'épaule qui est liée à la coiffe des rotateurs. Mais il y a aussi les dyskinésies scapulo-humérales, il y a les instabilités gléno-humérales, éventuellement les slap lésions et les pertes de mobilité. Donc le GERD, c'est un déficit de gléno-huméral en rotation interne qui est fortement lié à l'apparition de douleurs. Qu'est-ce que fait le thérapeute manuel? Il a son propre diagnostic. On va parler un tout petit peu après des tests orthopédiques. On verra qu'ils ont une forte limitation dans leur utilité, surtout dans ce qui nous amène à comprendre en termes de douleur et de fonctionnement de l'épaule. Importance de l'imagerie, ça on va un petit peu en discuter ensemble. On verra que si on fait des échographies là tous, on va trouver des lésions tendineuses qui ne s'expriment pas. Et donc est-ce qu'il faut toujours intervenir dessus chirurgicalement? Ça je pense pas. Donc voilà, je parlerai pas vraiment de la capsulite aujourd'hui qui est un cas très particulier. Et l'instabilité c'est 3 grandes situations cliniques. C'est post-traumatique, où là il y a une instabilité qui est unidirectionnelle, c'est souvent un sujet jeune. Il y a la non-traumatique acquise, notamment chez les athlètes qui ont des jeux de lancer au-dessus de la tête, où là petit à petit en fait il y a une instabilité qui se crée par une souplesse extrême de la partie antérieure de la capsule et une rigidité de la partie postérieure. Là il y a des travaux qui sont super intéressants faits par des doctorants à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant. Où ils trouveraient une origine musculaire, les muscles ne font pas leur travail et du coup la capsule se rigidifie. Et le non traumatique multidirectionnel, donc là c'est les LR dans l'os, les hyperlaxités de façon globale.
Ce sont ces 3 situations possibles. Donc le testing, les tests orthopédiques, ils sont vraiment remis en question pour leur intérêt clinique. En fait, on sait, ils sont pratiques pour dire oui, ça fait mal. Ils sont pas vraiment utiles pour dire qu'est-ce qui fait mal. Ils sont pas très très spécifiques. Anatomiquement, c'est très dur de différencier le tendon du supraépineux d'un infraépineux ou d'un subscapulaire. C'est des tendons communs et c'est très très dur de manuellement, cliniquement, faire la différence entre les deux. Il y a une étude très intéressante qui a été étudiée entre le empty can et le full can test. Donc full can, c'est comme ça, vous appuyez, vous testez contre-résistance. Empty can, c'est comme ça, et contre-résistance. Et en fait, il y a 8 muscles pour l'un et 9 muscles pour l'autre qui sont à activité égale au niveau de l'EMG. Donc c'est vraiment très intéressant de se rendre compte qu'on ne peut pas différencier l'un de l'autre. Alors, on fait notre testing, ok, on fait notre imagerie, ok, on trouve éventuellement une lésion structurelle, mais est-ce que c'est ça qui cause la douleur? En fait, on se rend compte que c'est très très peu corrélé à la lésion tissulaire, en tout cas à la symptomatologie. Donc il y a Milgram qui a fait des études qui montrent que près de 50% après 70 ans, on a des lésions de la coiffe. Sans forcément, chez des gens asymptomatiques, pardon, j'ai oublié de préciser, 80% à 80 ans et jusqu'à 96% dans une étude de 2011 avec des échographies beaucoup plus pointues qu'en 95. On se rend compte qu'en fait, on trouve toujours un épicissement quelque part, une bursite quelque part, une tendinopathie qui débute. Donc c'est très difficile de se dire que c'est ça qui fait mal. Concernant l'acromioplastie, on s'éloigne de plus en plus de l'acromioplastie en tant que geste unique. Autrefois, on faisait, je dis autrefois, mais ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a encore des médecins qui font ça. On faisait des acromioplasties pour faire des acromioplasties. Aujourd'hui, on le fait au cours d'une rupture de coiffe qu'on veut suturer, ça oui. Mais par contre, on ne fait plus d'acromioplastie en tant que telle, juste comme ça, c'est très rare. En fait, il y a très peu de différence. Ils ont fait des sham chirurgies, donc ils font semblant d'opérer les acromions et en fait on se rend compte qu'à 1 an il n'y a pas de différence si les patients ont fait leur kiné derrière leur rééducation, donc ça c'est assez intéressant. Aussi, là je l'ai pas noté, mais les acromions autrefois on les ponçait par l'avant et de plus en plus en fait on les attaque maintenant par le côté, donc il y a un angle critique dans l'épaule qui est en train d'être étudié pour ça. Voilà, le testing kiné, qu'est-ce que c'est? On fait nos grands mouvements, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut reproduire les symptômes. Donc qu'est-ce qui fait mal, comment ça fait mal et où? Encore que le où est parfois piège parce que ça irradie très très fort une épaule. Jerry Lewis, qui est un PhD anglais, a créé un test, le SSMP, donc le Shoulder Symptoms Modifying Procedure, qui se place en quatre étapes. Notamment, il prend en compte la syphose thoracique. Donc, il fait par exemple, mon patient a mal, quand je lève le bras, je replace mon patient, je lui refais lever le bras. Est-ce que ça change, oui ou non? Il modifie la position de la scapula au départ du mouvement. Donc, il fait oui, j'ai mal. Ensuite, je monte la scapula ou je la descends, je refais le même mouvement. Est-ce que ça change? Et la position de la tête humérale. Alors là, parfois, il utilise des sangles, parfois, il pousse avec sa main et il refait faire le mouvement douloureux en faisant varier la position de la tête humérale. Et il s'aperçoit en fait qu'il a des résultats assez intéressants à ce niveau-là. Évidemment, il faut tester la force et l'endurance de la coiffe. Ça, c'est non négligeable. On a plein de possibilités. Donc, je ne parle pas de tests orthopédiques. Là, on voit une patiente qui est sur le ventre et qui tient un poids. On peut le faire avec la main comparativement des deux côtés, droite-gauche, on appuie en même temps et on apprécie la différence des deux côtés. Concernant les instabilités, bon ça c'est pas nouveau, hein, le fulcrum test, je pense que les kinés ici le connaissent. En tout cas c'est un test d'appréhension où on met en rotation externe et abduction et le patient nous arrête quand il sent que son épaule pourrait se sortir de sa cavité. Et on le confirme avec le relocation test. Donc vous appuyez sur la partie antérieure de la tête humérale, vous la repositionnez mécaniquement et ça doit soulager le patient. Donc ça c'est Anne Coles qui est une PhD belge à l'université de Gand qui est spécialisée en épaules et qui fait vraiment un travail brillant. Le GERD, bon ça c'est tout simple, hein, vous testez la rotation interne de votre patient. Ça doit être fait plutôt en abduction parce que c'est là où la tension de la capsule est le maximum.
et vous voyez s'il y a ou provocation de douleur ou une diminution de la mobilité. On a des tests de traction qu'on réalise en thérapie manuelle, donc des tractions longitudinales dans l'axe du bras. Là, on voit qu'il bloque l'acromioclaviculaire et il tire sur le bras. Donc c'est un test qui doit être sensitif. Et là, on a un test de glissement vers le bas. Là, c'est un exemple de biceps, mais je ne vais pas parler du biceps maintenant. Par contre, je veux parler de la dyskinésie scapulaire. Donc là, je vais revenir, voilà. Donc il y a tout un ensemble de muscles. On a à gauche la partie, à gauche du schéma, la partie antérieure, à droite la partie postérieure. Tout un ensemble de muscles qui fonctionnent ensemble pour le bon mouvement de l'omoplate lors des mouvements du bras. Il y a des synergies de mouvement et on s'aperçoit en fait que un déséquilibre dans ces muscles, on verra qu'il y a une classification, peut entraîner des problèmes de mobilité de la scapula et derrière des douleurs d'épaule. Ça, c'est le mouvement de sonnette externe avec voilà, trapèze supérieur, dentelé antérieur qui plaque la scapula et le rhomboïde et l'élévateur de la scapula qui entraîne la rotation. Alors, on a une classification, la classification Kibler qui permet d'identifier différents types de dyskinésie scapulaire. C'est pas aussi simple que dans les livres. Nos patients, ils ont parfois 1, 2 types en même temps. Donc ça, il faut garder en tête. On a le tilt antérieur. Donc le tilt antérieur, par exemple, pourrait être amené par une rétraction du petit pectoral en avant. On a la rotation interne où tout le bord interne se décolle. Et on a la translation supérieure par une sursollicitation du trapèze supérieur. Ici, on peut réaliser le Scapular Assistant Test. Donc, on demande au patient de refaire le mouvement douloureux. On aide la scapula à faire le mouvement et on voit si ça améliore ou pas les symptômes. Ça, c'est pareil. C'est comme ce que j'ai dit pour Lewis. Donc, on replace la scapula, on fait faire le mouvement, on voit ce qui se passe. Notez qu'il y a 43% de risque en plus pour une douleur d'épaule chez un athlète s'il y a présence d'une dyskinésie scapulaire. Donc c'est vraiment quelque chose qui doit être investigué. Alors Ann Coles a mis en place un diagramme de décision et de traitement qui est très intéressant et qui reprend tous ces déficits de mobilité ou que ce soit trop de mobilité ou pas assez de mobilité. Donc vous avez à gauche la partie manque de flexibilité du tissu mou. Donc on a par exemple j'ai dit petit pectoral, vous l'avez sur la gauche, ici, hop, petit pectoral, élévateur de la scapula, rhomboïde, on a les muscles scapulaires qui deviennent trop tendus. Donc là ça va nous donner un certain tilt. Dans l'autre cas, hop, on a plutôt la partie gléno-humérale, infraépineux et grand dorsal qui sont tendus. Ça nous donnera une autre façon pour la scapula de bouger. Donc s'il y a trop de tension dans ces muscles, évidemment que la thérapie à mettre en place va être du stretching et de la mobilisation. C'est là que le thérapeute manuel a sa belle part notamment, parce que vous verrez, on a des études qui montrent que la thérapie manuelle améliore fortement la mobilité et l'espace sous-acromial. Donc on a du stretching manuel, on a du stretching à la maison, on a du dry needling, on a des mobilization with movement. Dans l'autre partie, là, ici, on a tout ce qu'il faut en termes de flexibilité. Par contre, on a soit un déficit de force, soit un déficit d'activation neuromusculaire. Ça, c'est également très intéressant. On peut être très puissant en termes de force de bras, mais avoir des déficits très spécifiques sur des muscles cibles. Et alors, il faudra faire des exercices spécifiques dont je parlerai plus tard. Les traitements en fonction de l'evidence-based practice, donc ce qui est le plus étudié et le plus validé, ce sont les exercices thérapeutiques. La thérapie manuelle arrive en deuxième et après on a les agents physiques comme les ultrasons, laser, thermothérapie. Ça montre assez peu d'efficacité. Notez que la thérapie manuelle associée aux exercices, c'est ce qui a évidemment le plus d'efficacité à court terme. Je parle parce que sur le long terme, il n'y a pas toujours de différence. Donc, l'exercice thérapie, il y a une grosse systématique review qui est sortie. Ils ont retenu 5 articles. Dans les 5 articles, 5 sur 5, on parlait de renforcement de coiffe pour l'efficacité. On parlait à chaque fois, dans 3 sur 5, du renforcement des stabilisateurs scapulaires. Tous parlaient d'exercices variés. Donc c'est comme au niveau lombaire, c'est important de varier, de faire de la chaîne cinématique fermée
ouverte, de faire des mouvements avec haute vélocité une fois que la douleur est passée. C'est très important de garder cette variation. 2 sur 5 préconisaient les étirements. Et 3 à 12 semaines, ça c'est très important. Une épaule, ça prend du temps. C'est embêtant, mais ça prend du temps à se calmer. C'est pas comme un lumbago qu'on peut calmer en quelques jours si on a de la chance. Ça doit être supervisé par le kiné et ensuite travailler à domicile. Notez que j'ai noté à la fin, il n'y a pas de recette miracle. Ce sera à vous, thérapeute manuel, kiné, peu importe, de faire votre assessment, votre testing spécifique et d'adapter vos exercices en fonction de votre patient. La thérapie manuelle, elle a des limites en termes d'explication. On ne sait pas toujours bien pourquoi et comment elle fonctionne. En tout cas, on a des idées par un message tissulaire. On a des réductions périphériques de processus inflammatoires. On a des remontées par le système nerveux périphérique et système nerveux central, des efférences et afférences douloureuses. La manuelle thérapie associée à l'exercice, c'est ce qui montre le plus d'efficacité sur le court terme. Donc c'est vraiment important, ça permet à votre patient d'être confortable très vite et de mettre en place vos exercices avec plus de facilité. On verra qu'on a beaucoup de techniques différentes, j'en ai un peu parlé pour le genou tout à l'heure. Dry needling, crochetage, toutes ces choses-là s'appliquent aussi sur l'épaule. On verra qu'on a beaucoup de glissés différents aussi au niveau de l'épaule qui peuvent nous aider. Donc la thérapie manuelle, oui, quand, qu'est-ce que je fais sur le limitation de rotation interne, là ça part belle. Donc on a vu que les étirements et le gain de rotation interne, ça a été étudié, augmente l'espace sous-acromial. Donc c'est très intéressant dans des situations avec un pseudo-conflit. J'utilise le terme de pseudo consciemment. Ajouter les mobilisations manuelles aux étirements améliore les range of motion, l'amplitude de mouvement. Donc ça c'est Ann Coles encore qui nous l'a montré en 2011. Alors, pour la dyskinésie scapulo-humérale, s'il y a trop de tension dans les tissus mous, là je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la part belle à la thérapie manuelle. C'est là qu'on peut tirer, crocheter, utiliser le dry needling. Et évidemment, la thérapie manuelle comprend aussi des exercices spécifiques actifs pour le patient. Et donc, elle aura un sens à ce niveau-là. Le mulligan fait aussi partie de la prise en charge. Ça permet de gagner en flexion, en abduction, rotation externe, peu importe. Le mouvement douloureux est limité en ajoutant des mouvements accessoires. Donc ça nous aide beaucoup. Et au niveau du rachis thoracique également. Alors le rachis thoracique, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait ? En fait, on n'a pas de lien encore noté entre une position dite mauvaise, que ce soit vautré en avant, en hyperextension, droit, pas droit, peu importe. On ne fait pas de lien entre une mauvaise position et la douleur. On trouve très peu de corrélation. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'elle limite la flexion. Donc éventuellement, peut-être à long terme, elle augmente la butée, mais on n'est pas encore sûr. Qu'est-ce qui est important dans la thérapie manuelle ? L'efficacité de la thérapie manuelle, elle est très importante, très fortement reliée à la confiance avec le thérapeute. Si vous n'avez pas confiance en votre thérapeute, l'efficacité est moins importante. Comme dans toute médecine. Si votre médecin, vous n'avez pas confiance en lui, le traitement qu'il va vous donner risque d'être moins important. L'entretien motivationnel est donc important et la notion de timeline est aussi très importante. Une épaule, c'est instable. Ça a des reculs. Et donc moi, je prends souvent cet exemple. Donc j'étais heureux de voir que Jill Cook, qui fait du travail sur les tendinopathies, quand j'ai fait mes recherches pour ce congrès, parle de ça. Et il faut vraiment expliquer à votre patient qu'il peut avoir plus mal dans 2 jours et que c'est pas une évolution linéaire et qu'on va tout le temps aller mieux de jour en jour. On a des jours où on est moins bien et en fait il faut voir le big picture, il faut prendre du recul et il faut comprendre que oui, en 3 à 6 mois, les douleurs vont diminuer. Le patient empowerment est quelque chose de très important. Il faut lui expliquer et lui dire que oui, ton épaule elle est ok. C'est pas parce qu'on a trouvé une petite tendinopathie elle va rester là et qu'on va pas s'en sortir. Les autres thérapies, je sais que la TCAR thérapie est pas mal à la mode. Elle montre très peu d'efficacité pour l'instant, en tout cas en tant que thérapie seule. Elle est un adjuvant, donc elle peut être utilisée en plus dans votre thérapie, à la limite, mais ça ne remplace pas la thérapie manuelle, ça ne remplace pas les exercices.
Les ultrasons, c'est ce qui a le plus faible niveau d'évidence. Et les ondes de choc ont un intérêt sur les tendinopathies calcifiantes avec un risque important de bursite. Donc parfois, la calcification se déverse dans la bourse et crée des grosses inflammations. Donc ça, c'est l'ensemble des techniques de thérapie manuelle qu'on peut mettre en place. Donc des étirements, des trigger points, du crochetage, l'harmonique comme on a vu ce matin et le mulligan. L'harmonique, je retouche un mot, j'en ai parlé ce matin, mais donc c'est une oscillation, on se sert d'un rythme du patient, de la tension du patient. C'est très intéressant pour les phases aiguës parce que ça permet d'être non douloureux et de créer du mouvement. Donc on connaît tous en tant que kiné cet exercice où on donne un poids et on laisse, c'est déjà du Lederman, en fait c'est déjà des techniques harmoniques, sauf que le patient il utilise tout seul son harmonique, là où nous on le crée avec notre corps. Voilà, là on a quelques exemples. On pourra en parler après. Je vais rester un petit peu derrière et puis on fera un peu de pratique pour ceux qui veulent sentir et tester. Donc en harmonique, on peut tester et pratiquer beaucoup de mouvements, rotation interne, externe, à différents angles. On voit que là, elle est au tout début de l'abduction à gauche et à plus de 90 degrés, à plus de 90 degrés d'abduction à droite. Là, en position assise, flexion-extension. On a des mobilisations globales en thérapie manuelle qui nous permettent d'améliorer les glissements. Alors, il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif, c'est que plus on tire, si on met de la traction, on tend la capsule, donc on diminue le mouvement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et qu'on aborde beaucoup en thérapie manuelle. Donc voilà, ça c'est de la décoaptation. Et ça, ce sont des mobilisations gléno-humérales. Évidemment, donc là, on parle de capsulite. La capsulite est une situation pathologique qui limite très fortement l'abduction RE. Donc là, notre patient, il serait en toute fin de mouvement, de traitement, pardon. Dans les stades débutants, c'est absolument impossible d'obtenir cette ouverture de bras. Les tractions, les glissés antérieurs nous aident énormément pour regagner de la mobilité également. Voilà, les techniques de Kaltenborn. Kaltenborn, c'est le précurseur de la thérapie manuelle. C'est lui qui a défini les grades de mouvement. Donc grade 1, grade 2, grade 3 en fonction de la situation pathologique. Le grade 1 étant un rythme important avec très peu de traction. Grade 2, on augmente la traction et on diminue le rythme. Et le grade 3, on arrive en fin de mouvement. On augmente le rythme de nouveau avec très peu de mouvement. Là, on a un étirement de la capsule postérieure, donc ça nous aide dans les instabilités d'épaule acquises, chez les sportifs notamment, qui ont une rigidification de la capsule postérieure. Là, ce sont des glissements qui sont postérieurs, donc c'est pour améliorer l'abduction en évitant un conflit d'épaule avec l'acromion. Et les mobilisations scapulo-thoraciques, donc ça c'est dans le cadre de rigidité. Donc si vous avez un rhomboïde, élévateur de la scapula qui sont rigides, par les mobilisations, on peut regagner en souplesse. Voilà. Le mulligan, j'en touche un tout petit mot. Donc on se sert souvent d'une sangle, donc avec une sangle et donc une décoaptation ici, ça nous permet de créer un mouvement mieux supporté par le patient, donc d'améliorer que ce soit l'abduction, la flexion, la rotation externe. Il y a beaucoup de possibilités avec le mulligan. Voilà, là on voit qu'il crée un glissé postérieur et il travaille l'abduction-adduction en maintenant le glissé postérieur de l'humérus. En conclusion, la thérapie manuelle est vraiment efficace associée à l'exercice thérapie. Surtout en début de traitement, ça va vous permettre d'avancer vite dans vos épaules, de comprendre mieux pourquoi votre patient il a mal. Il y a énormément de possibilités. Moi, je prends souvent cet exemple d'un gâteau. Avec les mêmes ingrédients, on peut faire plein de recettes différentes. C'est la même chose avec la thérapie manuelle. Il faut s'adapter aux patients, s'adapter en fonction des cas et des situations et évoluer. Les exercices actifs sont vraiment les plus importants sur le long terme, donc il faut pas oublier ça et faire preuve de patience. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des questions? J'en ai deux. J'en
Généralement, après des infiltrations de l'épaule, surtout après avec des injections de PRP, le malade la douleur augmente. Vous prenez quand le malade après ces infiltrations, surtout au PRP? Donc là, il n'y a pas encore de consensus, donc ça dépend vraiment des médecins. Ceux avec qui je travaille, c'est 7 jours d'arrêt après le PRP, et c'est après 7 jours qu'on commence doucement en infradouloureux les mobilisations et techniques. Deuxième question, c'est généralement ces protocoles de thérapie manuelle. J'aime très bien nous expliquer un petit peu la thérapie manuelle pour ces dyskinésies, surtout le stade, le type 3. Type 3 de Kibler. Donc celui où elle monte. Et vous voulez que j'explique ouais. Donc en fait, si il faut un peu comprendre d'où ça vient. Donc si la dyskinésie elle est très ancienne, c'est sans doute qu'il y a une inhibition du trapèze inférieur des rhomboïdes et une surcompensation du trapèze supérieur. Et alors on doit trouver en fait en cabinet des positions ou des exercices qui permettent de créer un mouvement sans avoir l'activation de ce trapèze supérieur. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est que un patient n'est pas l'autre, et donc en fait on a plein d'exercices possibles que j'ai pas montré là, mais par exemple on fait rouler une balle avec un élastique. On s'est rendu compte que dans cette position-là, on avait une forte augmentation du deltoïde moyen et du trapèze inférieur, et une inhibition du trapèze supérieur. Ça pourrait être un exemple. Voilà, donc c'est vraiment du test et retest. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe Merci. Monsieur Sofiane Haj Khalifa pour nous parler de comment je réduis une coiffe non opérée. Bonjour, rebonjour. Donc, je suis ici pour vous expliquer donc, la rééducation de l'épaule douloureuse non opérée, non instable. Donc, les périartérites scapulo-humérales représentent la troisième symptomatologie algique musculo-squelettique après les lombalgies et les cervicalgies. Les lombalgies, donc les périartérites scapulo-humérales comportent, selon NIR, 3 niveaux. L'épaule douloureuse simple, c'est la tendinopathie, soit du corporeal ou de l'insertion osseuse, l'antisopathie ou la jonction myo-aponeurotique d'un ou plusieurs des muscles de la coiffe. Deuxième étape ou deuxième complication, c'est l'épaule aiguë hyperalgique. C'est la calcification totale ou partielle d'un ou de plusieurs du tendon de la coiffe. Troisième, donc, classification ultime, c'est la rupture partielle ou totale, ce qu'on appelle l'épaule pseudo-paralytique. Donc ici, c'est une prise en charge globale de l'épaule chez un kinésithérapeute dans un cabinet qui regroupe. La revue bibliographique, c'est Frédéric Srour et collaborateur, et Monsieur Michel Dufour, donc pour expliquer l'apport du deltoïde moyen avec cette bibliographie controverse. Est-ce que c'est un muscle de la coiffe? Est-ce qu'il possède des actions de recentrage ou pas? C'est à discuter. Donc, avant de commencer la conférence, j'ai fait une recherche bibliographique et j'ai trouvé que la pauvreté méthodologique des études, selon une revue que Crane, 2003, 2004, même 2010, donc ici, il n'y a pas d'études retenues pour évaluer l'efficacité de la kiné standard dans la prise en charge des épaules douloureuses. Donc, en 2009, Cromer et collaborateurs, ils ont prouvé par une étude contrôlée randomisée l'apport de la thérapie manuelle associée à des exercices actifs pour un meilleur contrôle de la douleur, des exercices donc ici et pour diminuer les conflits sous-acromiales. Donc, une revue systématique de Cohn et collaborateurs aussi, donc
révèle que la thérapie manuelle associée au protocole standard avec des exercices actifs et d'auto-rééducation, d'éducation thérapeutique de patients, elle présente des résultats plus donc ici pertinents que la rééducation classique standard. Pour conclure, il paraît donc justifié de mettre en œuvre une rééducation classique associée à la thérapie manuelle qui est prouvée d'efficacité dans la littérature, avec à la fin un programme d'auto-rééducation. Donc le protocole conventionnel analyse bibliographique, donc il y a de la bibliographie controverse, il y a des nouveautés dans la littérature, c'est de 2010 que ça change, la kiné et la masso, point d'interrogation, placebo ou pas. Donc ici, le repos, est-ce que c'est recommandé ou risqué ou pas? Les agents physiques, les ultrasons, le TINS, la cryothérapie, c'est point d'interrogation. L'exercice pendulaire, c'est à discuter. Et l'éducation spécifique de l'épaule. Donc kiné-massothérapie, la massothérapie, elle n'a pas d'effet sur l'épaule, mais elle a d'effet uniquement sur les muscles, donc ici du cou. Sauf la thérapie manuelle, telle que technique de ponçage, trigger point, soft tissue mobilization, donc la massothérapie standard, effleurage, pression glissée, elle n'a d'effet que sur les muscles du cou, trapèze, rhomboïde, mais les muscles de la coiffe, on dit que la massothérapie est efficace pour diminuer la douleur de l'épaule. Ça, c'est pas prouvé scientifiquement donc ici, dans toutes les études randomisées et bien évidemment dans toutes les méta-analyses. Donc, une revue systématique, 20 essais cliniques, apporte des preuves de faible qualité quant à la diminution de la douleur, d'amélioration de la mobilité, la fonction des épaules douloureuses traitées par massage des tissus mous uniquement. Donc le traitement des tendons de la coiffe de rotateur par MTP n'est pas recommandé par la littérature. Épaules douloureuses et repos. En dehors des crises hyperalgiques, le repos strict par immobilisation est déconseillé, risque de raideur articulaire. En revanche, la kiné peut apporter des conseils d'économie gestuelle qui permettaient de soulager les structures anatomiques en souffrance et de mettre au repos de certains moments de la journée. Agents physiques, les agents physiques physiothérapie sont peu recommandés dans le traitement des épaules douloureuses dans les nouvelles revues de littérature. Cependant, certains procédés, s'ils ne sont pas recommandés, peuvent être envisagés en fonction des patous de patients, de l'expérience qu'on a eu le praticien et de ressenti de patient et donc ici les demandes de nos patients. Ultrason, une revue systématique récente conclut en la nécessité d'approfondir de la recherche, l'intérêt d'avoir recours à l'ultrasonothérapie. Une étude contrôlée randomisée donc retrouve un bénéfice significatif à leur utilisation en termes d'antalgique et récupération fonctionnelle, mais c'est double intensité avec durée double. Donc il faut donc l'exposition 4 fois plus long et plus puissant. Ce n'est pas le 1 watt par centimètre carré, mais c'est 1,8 si le patient tolère avec double durée. Donc, mais c'est à discuter. Mais d'autres essais contrôlés randomisés concluent que les ultrasons ne possèdent plus d'effet que de placebo. L'électrothérapie, aussi, donc ici le TINS, est surtout donc moyenne fréquence. Ces derniers, lorsqu'il est appliqué en complément, c'est-à-dire l'électro-TINS tout seul, la technique n'a pas d'effet, sauf que si on va l'associer à des mobilisation passive et active dirigée. C'est-à-dire l'électro, elle va donc ici organiser le temps de contraction et de repos. C'est comme donc ici un précurseur de contraction. Mais toute seule, donc le courant TINS, il n'est pas d'effet, bien évidemment, je parle bibliographie et revue systématique. La cryothérapie, la haute autorité de la santé, donc ici, recommande l'application de froid, mais il y a deux choses ici. C'est en dehors des séances. Et pourquoi? Car ça diminue tout ce qui est système proprioceptif. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de diminuer, de bloquer le système proprioceptif et puis on va pousser le patient à stabiliser l'épaule. Donc la cryothérapie, c'est recommandé soit en poussée aiguë inflammatoire, son propre proprioceptif ou à la maison. C'est tout. Donc une revue systématique retrouve que les résultats donc ici, contradictoire quant à la perturbation du sens proprioceptif de l'articulation,
sur laquelle une cryothérapie est appliquée chez des participants sains, même sains pour certains, il existe des risques de blessures après application du froid, du fait de la perturbation de la proprioception. Donc, dans la science, si on pense à travailler la proprioception, la revue de littérature nous interdit d'appliquer de la cryothérapie donc ici, grande durée. Mobilisation pendulaire, se pencher, c'est tout ce qui est Lederman, c'est la technique la plus recommandée dans la littérature. Donc c'est effet antalgique, myorelaxant, détente de la capsule. Protocole conventionnel, rééducation spécifique. Donc il y a 3 niveaux. Il y a le recentrage, 4, il y a le recentrage passif. Il y a la mobilisation de la guéno-humérale, mobilisation spécifique, traction caudale, scapulothoracique, acromioclaviculaire. Il y a le recentrage actif. Il y a 4 éléments de base. Le rôle donc des abaisseurs, rôle des rotateurs latéraux, rôle de deltoïde, c'est à discuter ça c'est nouveau. Donc, et le renforcement en chaîne cinétique fermée, et finalement le rythme scapulo-huméral. Recentrage passif, donc Thierry Marc a classé presque donc 2 niveaux de décentrage. Il y a le décentrage antéro-sup qui va se corriger donc ici par correction postérieure en bas et en latéral. Il y a ce qu'on appelle le décentrage type spin. C'est un excès de glissement postérieur, selon toujours Thierry Marc. On va corriger cet excès par une poussée antérieure de la tête, accompagnée de la rotation médiale. Ici, c'est mobilisation de la gléno-humérale avec donc abaissement et glissé caudal. Deuxième photo, c'est mobilisation scapulo-thoracique. Et finalement, c'est la mobilisation acromioclaviculaire. Recentrage actif, rôle des abaisseurs. Des études donc ici électromyographiques ont montré que les muscles abaisseurs, donc ici le grand pectoral, le grand dorsal, ont mis en jeu lorsque l'abduction de l'épaule est à partir de 50-60 degrés. C'est-à-dire, ces muscles-là, à l'état de repos, ils sont actifs à partir d'un angle de 50-60 degrés. Mais, selon des revues, si on va travailler ces muscles-là en chaîne ouverte, avec résistance importante, ces muscles-là, grand dorsal, grand pectoral, ils vont donc ici initier le recentrage des 20 degrés. Donc, si on va donc renforcer dans une chaîne, bien évidemment ouverte, avec résistance importante, en infradouloureux. Rôle des abaisseurs, donc en cas d'abduction contre résistance, ces 2 muscles-là, pecto-dorsal, présentent une mise en action précoce de façon importante, dès l'initiation du mouvement. Donc l'objectif, c'est pour un recentrage actif, il faut renforcer ces muscles-là, donc ici, à partir de début de mouvement en chaîne ouverte. Rôle des rotateurs latéraux, Thierry Marc préconise un renforcement de ces rotateurs latéraux en position ROA, coude collé au corps, avec élastique. Et ça, c'est la position la moins agressive. Et puis, on va augmenter progressivement jusqu'à aboutir donc en RO2, abduction 90 degrés, contre résistance, après donc avoir la stabilité de l'épaule. Ça, ce travail de rotateurs latéraux avec élastique en RE1, ça c'est la première phase de musculation de la deuxième étape, donc ici de renforcement des muscles latéraux. Recentrage actif, rôle de deltoïde. Il existe un désaccord total dans la littérature, c'est à discuter et pourquoi pas à essayer. Michel Dufour et Pilu nous disent que le deltoïde moyen, précisément, c'est un muscle donc ici est globalement un élévateur, mais il a cependant une composante qui est orientée vers le bas, bras le long du corps, plan de la scapula. Le deltoïde est donc un muscle qui intervient énormément dans le recentrage dynamique 0,60, mais Pilu, avec des essais randomisés, il affirme que le deltoïde moyen il fait le recentrage même au-delà de 90 degrés. Donc ça c'est une photo, Michel Dufour, document originel. Là, voilà le deltoïde comme si c'est une personne. Il va appuyer par sa jambe, donc ici droite, il va tirer par les mains. Et ça c'est nouveau dans la littérature. On a considéré le deltoïde le plus longtemps que possible comme c'est l'ennemi des muscles de la coiffe, il fait uniquement l'ascension. Mais non, il fait de 20 à 30% d'abaissement
Donc, pourquoi pas une hypothèse, si le deltoïde moyen est faible, c'est la cause d'une tendinopathie de l'épaule et de l'affaissement. C'est à discuter, la littérature controverse, il y a des études qui confirment et il y a des études donc ici qui sont contre cette théorie. Mais le travail de deltoïde moyen, c'est bras tendu, 30 degrés du scapulum, donc il faut faire attention, et là un travail 0,60. Rôle de deltoïde, Monsieur Gaguet et collaborateurs, ils disent qu'un renforcement de deltoïde bras le long du corps pour développer la force d'abaissement du deltoïde, on essaierait donc ici alors de développer la trophicité de deltoïde, son épaisseur semble augmenter sa composante d'abaissement. Et ça c'est nouveau. Donc là sont deux études en PubMed qui confirment pour consulter qu'un renforcement de deltoïde, ça diminue la symptomatologie, mais à condition que le bras tendu le long du corps. Donc des techniques de myofascial technique, bras du corps, il faut essayer tout ça. Donc ça c'est la littérature. Donc recentrage actif, renforcement en chaîne cinétique fermée pour les épaules douloureuses. Thierry Stevenot décrit l'intérêt de recentrage de gléno-huméral en chaîne fermée. Ce travail permet alors plusieurs bénéfices. La proprioception et bien évidemment un travail en minimum de risque de glisser. Et ça, c'est pour donc ouvrir ouvrir un peu la surface et le pincement de l'articulation. Donc, le sujet va alors effectuer des mouvements de pouce étiré, soit debout, coude tendu, contre résistance de kinésithérapeute, soit face à un mur. Il est remarqué que le travail en traction, si on va tirer, on va solliciter le muscle trapèze inf, grand pectoral, grand dorsal, grand rond, coiffe, long biceps, long triceps. Et en poussée, s'il pousse, il va solliciter les muscles dentelés, long biceps, long triceps et bien évidemment muscle de deltoïde. Ça, c'est une photo, donc ici d'une étape plus avancée, en chaîne fermée, en bridge. Et ça, c'est un travail que le kinésithérapeute il peut associer des poussées. Donc, il va travailler la proprioception, le contrôle moteur et la force des muscles deltoïdes et de la coiffe de rotateur. Donc, la thérapie manuelle, comme a dit mon maître, donc c'est le remettre, c'est prouvé scientifiquement par la littérature, c'est pas la peine de répéter tout ça, mais c'est avec des mouvements précis, etc. Donc, je veux discuter quelques techniques. Donc, levée de tension musculaire, masse d'énergie technique, contracté, relâché, étiré de M. Herman Kabat, 4 temps. Pour faire céder cette tension musculaire, le kinésithérapeute, il va réaliser donc ici la contraction ou un contracté relâché en 4 temps. D'abord, selon Kabat, il faut placer le muscle dans une course externe de fatigue. Deuxièmement, on va demander la contraction isotonique, concentrique ou isométrique pure pendant 6 à 20 secondes, mais 6 à 12 secondes dans la littérature. Puis relâchement de 3 à 5 secondes pour que le muscle récupère un peu, donc ici, le tonus de base. Et finalement, donc ici, l'étirement passif 10 à 15 secondes. Et il faut toujours, donc ici, respecter le seuil de la douleur. Ça, muscle énergie technique, trapèze sup. Il a placé le muscle dans la rotation, donc au moins kinéso-contrôle, abaissement de moignon de l'épaule. On va demander aux patients de résister contre les thérapeutes pendant 6 secondes, relâchement et étirement, doux. La technique d'inhibition musculaire, strain contre strain, ça c'est dans la littérature, c'est vraiment, c'est une technique de Jones, c'est une technique très efficace. On va chercher des points trigger latents et on va raccourcir le muscle, on va frictionner pendant quelques secondes, puis on va étirer de façon de respecter toujours la douleur. Donc, il s'agit ensuite d'attendre quelques secondes et puis on va étirer progressivement. Technique sur les fascias. Donc, les techniques sur le fascia peuvent s'appliquer à l'épaule qui consiste en un carrefour entre le fascia deltoïde, pectoral du cou, donc avec soit manuellement, soit avec le knife. Ça, c'est trigger point, mais on peut utiliser aussi la mobilisation myo-aponeurotique avec l'instrument métallique. Mobilisation de, bien évidemment, Maitland ou Kettlebell. Donc, Monsieur Etienne, il a bien discuté ça, donc c'est pas la peine ici de répéter. Ça, c'est mobilisation Maitland. Donc, grade selon, bien sûr, la phase. Est-ce que c'est algique? Est-ce que c'est, donc, ici, la phase froide? Fibrolyse myo-aponeurotique, technique du crochetage. C'est Kurt Ekman, c'est le fondateur
est le concepteur de la technique, mais au début c'est avec ses mains, avec ses doigts, puis il a élaboré donc ici l'instrument. Là il y a deux photos. Il y a une photo là, c'est libération du fascia pectoral, et deuxième, fascia du trapèze et du cou. Et ça va diminuer la douleur avec muscle énergie technique, contracter, relâcher, strain contre strain, ça diminue énormément la douleur. Dry needling aussi, ça diminue la douleur et l'inflammation. Donc ici c'est donc l'aiguittage à sec. Trigger point aussi, ça diminue la douleur et ça augmente bien évidemment la mobilité articulaire active et passive pour bien évidemment travailler les 4 étapes fondamentales de la kiné. Ça c'est un exemple de trigger point au niveau des muscles rhomboïdes. Et donc ça c'est une petite partie, c'est un résumé. On ne peut pas parler de la rééducation de l'épaule en thérapie manuelle, en recentrage actif, en travail spécifique en 15 minutes, mais j'ai essayé de discuter, de chercher dans la littérature ce qui est bon, ce qu'il faut chercher pour avancer plus dans la rééducation des épaules douloureuses, donc soit épaule douloureuse simple, aiguë hyperalgique et même pseudo-paralytique. Merci. Merci Sofiane. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Elle est indiquée maintenant. Vous avez dit que dans la nouvelle littérature, que la cryo, elle perturbe le système proprioceptif. Est-ce que dans la nouvelle littérature, elle est indiquée dans la médecine sportive en cours de match et activités sportives tant qu'elle perturbe le système proprioceptif ou non? Bon, ça c'est une bonne question, c'est une question pertinente. Donc pour la cryothérapie qui perturbe, c'est la cryothérapie à longue durée pour des patients qui possèdent déjà des muscles côté inférieur à 5 avec un mauvais donc ici schéma moteur. Mais pour les patients sains et saufs, les sportifs, la cryothérapie, donc ici c'est la vasoconstriction suivie d'une bonne vasodilatation qui va durer donc quelques secondes et quelques minutes après, ça augmente la proprioceptivité. Mais ici, je parle cryothérapie uniquement dans le cadre clinique de l'épaule douloureuse avec des muscles qui sont testés inférieurs à 5. Merci. Merci. Bien sûr. Donc les muscles de la coiffe, le renforcement, c'est pathognomonique. Il faut renforcer les muscles de la coiffe dans ce qu'on appelle des positions non conflictuelles. Légère abduction, rotation externe. Il faut renforcer. Déjà, j'ai mentionné en chaîne fermée, on peut stimuler avec des pouces étirés les muscles de la coiffe avec le muscle deltoïde. Déjà, oui, c'est une période cruciale dans la prise en charge de muscler et de renforcer le muscle de la coiffe qui étaient 5 maintenant, qui sont classés 4, muscles de la coiffe, qui sont donc des muscles qui abaissent et qui fait un mouvement de roulement. Donc c'est crucial de renforcer les muscles de la coiffe des rotateurs, soit de façon sélective, soit de façon globale. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Vous avez un patient qui a été envoyé par un chirurgien, par exemple, avec une lésion chirurgicale de la coiffe. Il vous demande de préparer ce patient à la chirurgie. Quels sont les titres, les grands titres de votre protocole de rééducation? Donc, Déjà, il sera programmé. oui, pour un patient qui possède donc ici une épaule pseudo-paralytique, d'un ou plusieurs de tendons, il y a 3 axes de prise en charge. Il y a l'axe antalgique, il faut qu'il passe par une phase froide pour préparer la chirurgie. Deuxièmement, il faut renforcer les muscles de la coiffe des rotateurs. Déjà, il y a au moins un qui est lésé. Oui, mais il faut au moins renforcer, mais en chaîne cinétique fermée avec minimum des lésions. C'est travail pendulaire, travail de relâchement de la capsule et travail antalgique, myorelaxant des muscles qui s'insèrent au niveau de l'épaule et surtout qui s'articulent avec le cou et la cage thoracique. Est-ce Oui, libérer donc la mobilité de l'épaule avec moins de risques mécaniques.
Et est-ce que vous renforcez les rotateurs accessoires, comme le pectoral, le grand dorsal, Oui, grand rond? le travail de renforcement des trois grands est très recommandé pour augmenter l'espace interarticulaire. Ok, merci. Merci beaucoup, docteur. D'accord. Euh, on passe à à la conférence suivante pour le docteur Fakhreddine Eliestriki pour nous parler de comment je répare une coiffe. C'est bon, c'est bon. Je suis très heureux d'être parmi vous pour nos chers collaborateurs, nos éducateurs. Ça me fait plaisir. Donc, il y a deux techniques de réparation de la coiffe, la technique arthroscopique et la technique de la chirurgie chirurgicale conventionnelle. Donc, pour la technique arthroscopique, je la réalise en position demi-assise, en beach-chair position. Donc, cette chirurgie nécessite un équipement particulier, une colonne d'arthroscopie avec une arthropompe, une sonde de radiofréquence, un shaver, un moniteur, et avec des instruments très particuliers destinés, y compris l'élément le plus important, c'est cette pince-là, un grasper, qui permet donc une pince démêlante qui est intéressante dans cette chirurgie-là, associée à un pousse-nœud. Aussi, attendez, il faut que je revienne. De quoi faire passer le fil, donc des sutures passeurs. J'utilise essentiellement des clever hooks. C'est ces pinces-là. Et en plus, il faut y avoir des encres sur lesquelles on va suturer, on va réaliser la réparation de la coiffe. Il y a différents types d'encres, des encres métalliques et des encres qui sont donc à pic, qui sont absorbables. Donc, pour y accéder à l'épaule, il va y avoir des portes d'entrée. Les portes d'entrée qu'on utilise le plus souvent, c'est une porte d'entrée qui est postérieure, qui est instrumentale. Il y a aussi des portes d'entrée qui sont latérales, antérieures, ou bien là, une porte d'entrée de neuvisor, qui est supérieure. Donc, au début d'installation, donc, malade endormi, anesthésie générale, on va tracer les points d'entrée, antérieur, postérieur et latéral. Le point postérieur, c'est le plus important, par lequel on passe l'optique. On peut avoir des points accessoires, postéro-latéral et antéro-latéral. Ça, c'est pour parler un petit peu d'anatomie arthroscopique. Est-ce que la vidéo fonctionne si vous montez l'anatomie arthroscopique des pôles normales? La vidéo? Non? J'ai préparé une vidéo d'arthroscopie normale. Donc, l'essentiel, c'est qu'au sein de l'épaule, on va voir le tendon du biceps, et puis on va voir aussi le sous-scapulaire qui est en avant, lorsqu'on part en avant. Et d'un côté, on va voir la glène, de l'autre côté, la tête humérale. Je passe. Au début de la réparation, on va voir le biceps. Voici là, c'est une épaule droite. Il va y avoir une rupture massive de la coiffe. Là, on voit le biceps. Le biceps, il est là. Et là, c'est la zone rompue. C'est un biceps qui est inflammatoire. Là, on va faire une ténodèse du biceps, c'est-à-dire on va mettre une encre qui est donc métallique. Au bout de l'encre, il va y avoir donc 4 fils. Vous voyez la tête humérale en bas. Et l'utilisation de cette fameuse pince clever hook pour passer le fil à l'intérieur du tendon. De récupérer
Puis on va le repasser là-dedans pour réaliser ce qu'on appelle un lasso loop. On va passer le deuxième fil. De la même façon, on va faire un passage simple du fil grâce à cette pince. Et puis on va nouer l'ensemble. C'est ainsi que le tendon va être fixé à l'intérieur, donc dans la gouttière. Et puis, par la suite, il suffit de couper le tendon qui est inflammatoire, qui est sous-douloureuse. Et c'est un élément qui est important dans la réparation de la coiffe pour diminuer le facteur de douleur. Par la suite, donc, on va couper par la sonde de radiofréquence le tendon. Ça, c'est ce qu'on appelle donc une ténodèse du biceps. Donc, une fois la ténodèse faite, donc on va passer à la réparation. Vous voyez là les berges de rupture de la coiffe, les berges de la rupture, ça c'est la coiffe supraépineuse. En avant, c'est la partie antérieure. En arrière, c'est la partie postérieure. Et vous voyez à l'intérieur, on voit c'est la glène. Vous voyez, ça se voit de la glène. Donc, on va mettre là aussi des encres, passer des fils, et puis on va essayer de passer, donc de structurer, de nouer les fils entre eux, afin de rapprocher la coiffe et obtenir donc une fermeture étanche de la coiffe. Là, c'est une réparation en double rangée, c'est-à-dire il y a une première rangée sur laquelle on va passer comme des points matrices, c'est-à-dire comme dans un matelas, sur lequel donc on va fixer la coiffe, et par la suite on va mettre d'autres meufs pour la deuxième rangée qui vont encore réamarrer. Tu vois ça? Donc là, la vidéo. Là, c'est vous montrer donc une vidéo sur cette technique arthroscopique. Là, vous dites. La vidéo. On connaît toute la présentation. Arja. Faites fonctionner la vidéo. Ça ne marche pas. Je n'ai pas utilisé, je n'ai rien appuyé. Donc là, c'est une coiffe. Là aussi, c'est une épaule droite. L'optique, c'est par en arrière. Maintenant, l'optique, c'est du côté latéral. Donc, c'est la voie. On va... Attends. Donc, ça, c'est la création d'abord latérale, postérolatéral. L'optique, c'est une voie par voie postérolatéral. Ça, c'est la réductibilité de la coiffe. On voit très bien la tête fémorale. Donc, mise en place de l'encre. Arja. Donc, réductibilité. Mise en place de l'encre. Puis par la suite, on va passer les fils. Comme je disais tout à l'heure, j'utilise souvent donc, les
clever hook, cette pince-là. On prend la totalité de la coiffe rompue et on va passer le fil. Des fils, ils sont 4. Bon, on va passer les 4 fils, puis par la suite on va nouer. Donc je vais avancer. Donc ça, je vais montrer un petit peu les aspects techniques de l'arthroscopie. On peut faire des réparations par voie ouverte, par voie chirurgicale. Ça, c'est une dame de 65 ans qui a une rupture du supra-épineux. Et on voit à ce niveau-là, par la voie ouverte, donc par une voie, la rupture. On voit donc cette rupture-là. Lorsqu'on mobilise, vous voyez la rupture, il y avait un petit trou. Je repère le biceps, le tendon de biceps. C'est une petite rupture. Le tendon de biceps, qu'on va faire une ténodèse, on va le fixer, repérer, fixer, couper. Et puis, on va faire une tranchée au niveau de l'os et on va passer des points transosseux pour assurer la rupture. Et on va voir notre réparation à la fin. Par la suite, le malade est immobilisé pendant 6 semaines avec une attelle, un petit attelle d'abduction. Je fais une attelle à 15 degrés d'abduction. Et donc, au cours de cette attelle, il va être uniquement autorisé à faire des mobilisations de la main, faire un petit peu de flexion, extension du coude. Et puis par la suite, on va commencer la rééducation. Quels sont les résultats? Toutes les coiffes après les chirurgies ne cicatrisent pas. 60% selon Harriman. Boileau, en 2005, sur les ruptures de supraépineux, 71% seulement cicatrisent. L'âge, c'est un facteur important. À plus de 65 ans, il y a moins de cicatrisation. Lichting et Herbermeyer, c'est la même chose. 53 de lésions supraépineux, 75% cicatrisent. Et l'âge est un facteur négatif. Plus on est âgé, moins le risque, de moins cicatriser. Je prends là un exemple d'une femme de 62 ans qui a une rupture massive du supraépineux et du sous-scapulaire, sous-scap et supraépineux. La tête n'est pas ascensionnée, donc c'est ce qui va permettre donc la réparation. Et donc, ça, par une voie postérieure, on voit la rupture du sous-scapulaire. Sous-scapulaire, j'arrive à le réduire. Rupture du sous-scapulaire. Donc, on va le réinsérer sur la petite tubérosité. Donc, on ouvre l'intervalle des rotateurs. Donc on passe là, j'ai passé un fil PDS pour permettre la traction. J'ouvre l'intervalle des rotateurs. L'intervalle des rotateurs, c'est l'intervalle entre le sous-scapulaire, donc ce qu'on voit en bas, et le biceps. Plutôt le supraépineux, donc il contient aussi le biceps, l'intervalle des rotateurs. Là. Et donc là, la mise en place de l'encre. Toujours le même principe de réparation avec l'utilisation du clever hook. L'optique est toujours par voie postérieure. Le même principe
passage des fils, récupération, deuxième fil. Donc là, il y avait un nœud deuxième fil. Et puis on va nouer l'ensemble. Ainsi, on va avoir par la suite une bonne réparation de la coiffe du sous-scap. Par la suite, on va passer au supraépineux, toujours ravivement de la partie supérieure de la grosse tuberosité, trochitaire. Et de la même façon, on va faire comme tout à l'heure, mise en place de l'encre et la réparation complète qui va être étanche. Donc la vidéo ne marche pas, donc j'en passe. La réparation, le reste de la réparation, libération. Bon, le malade, une fois réparé, je vous vois, donc ça c'est après 5 mois, elle a gagné au moins en termes de constant avec une excellente mobilité et une excellente récupération fonctionnelle. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop... Il y a des questions dans la salle. Concernant les indications de la chirurgie, en présence de rétraction tendineuse ou de dégénérescence graisseuse. Je crois la question des indications, je crois que vous en parlez tout à l'heure. Mais je vais un petit peu d'être bref. Les indications, ça dépend de la qualité du muscle. Il faut toujours évaluer l'infiltration graisseuse. Et si l'infiltration graisseuse dépasse 2, il n'y a pas d'indication à la réparation. Donc, réparation de coiffe, il faut qu'il n'y ait pas soit d'infiltration graisseuse pour des muscles. Sur les découpes en T1, il faut qu'on voit des muscles d'excellente qualité. Soit donc une infiltration stade 0, 1, maximum 2 pour pouvoir réparer. Au-delà de 2, ce n'est plus réparable. Si la lésion est rétractée, si la lésion est très rétractée, si elle est trop rétractée, on n'arrive pas à réduire, il faut considérer d'autres techniques, telles que un transfert tendineux. Tout à l'heure, j'ai montré un exemple, transfert tendineux, que ce soit le trapèze inférieur, que ce soit par le grand dorsal, ou bien la plastie capsulaire supérieure. Donc, c'est quelque chose qui est très à la mode actuellement dans les ruptures massives. Il y a dans certains cas, surtout chez les patients âgés, on peut proposer des prothèses inversées. Mais ne réparez pas des coiffes qui sont, où l'infiltration graisseuse dépasse 2. Elles ne cicatriseront jamais, on va avoir un mauvais résultat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on passe. Merci, Dr Triki. On invite Sofiane une autre fois pour nous parler de la coiffe opérée. Comment j'érudis une coiffe opérée et pourquoi? Bonjour. Donc, ça, c'est une partie pour discuter un peu le protocole rééducatif standard d'une épaule donc opérée. La revue, c'est professeur Claude Piconaz ou Pichonaz, José Millette et collaborateurs. Donc, c'est une revue de médecine suisse, revue donc 2016. Ah, ok. Donc, l'épaule douloureuse est un motif fréquent de consultation en médecine de premier recours et le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs est porte dans un quart des cas. Après un traitement initial conservateur, une minorité seulement sera opérée. Les indications de la suture tendineuse dépendent donc ici des facteurs locaux, de l'état général, donc de la personne et de sa situation socio-professionnelle. Donc ça, c'est normalement purement médical et c'est le boulot de chirurgien. Donc juste ce sont des informations. Notre rôle, c'est les étapes de la prise en charge kiné. C'est 4 étapes. La première phase, c'est la cicatrisation et initiation des mouvements.
Deuxième phase, c'est remodelage et récupération des mouvements. Donc ici, de la 7e à la 12e semaine, c'est une prise en charge assez longue. La troisième phase, renforcement et retour à l'activité, 13e à 18e semaine. La quatrième phase, c'est reprise du sport et du travail de force, c'est 19e à 24e, donc ici, semaine. Phase 1, cicatrisation et initiation du mouvement. Donc ici, de la première à la 6e semaine, c'est 1 mois et demi. Processus de guérison, cette phase correspond à la production des facteurs de croissance, donc ici de collagène. La résistance du tendon reste faible. Il faut trouver un équilibre entre le stress mécanique contrôle qui facilite la cicatrisation et limite les adhérences et bien évidemment la surcharge qui favorise la rupture. Donc, après chirurgie, faut-il immobiliser et si oui, pour quelle durée? 2 complications doivent être prévenues. La rupture, donc ici, itérative des tendons. Une rupture, c'est-à-dire une récidive, peut survenir dans 20 à donc ici 90 ou 90% des cas. Ça, c'est un risque élevé si mal la rééducation est mal faite ou le patient il va donc solliciter donc ici le greffon ou la suture donc ici tendineuse. La raideur de l'épaule, notamment sous forme de capsulite rétractile, une rééducation assez agressive. Donc ici, ça peut donner donc ici de l'algoneurodystrophie ou d'un syndrome donc ici algodystrophique. Immobilisation, pas de risque raideur. Donc la raideur est moins fréquente, 5 à 10%, mais plus dévastatrice. Selon des études animales, la cicatrisation des tendons bénéficie d'une immobilisation de quelques semaines et les études cliniques en confirment que celle-ci n'aggrave pas le risque de raideur. Il ne faut pas donc ici, il faut pas donc ici mettre la peur pour nos patients. C'est 1 mois d'immobilisation. C'est pas très dangereux pour la raideur et pour la mobilité à long terme. Donc ici au moins 4 semaines. Une immobilisation par gilet est donc recommandée pour 6 semaines. Pour les petites lésions, le gilet peut cependant être retiré à la maison après 4 semaines. Dans tout, donc ici diminuer donc ici le gilet, c'est la prescription médicale et la discussion avec le médecin donc ici traitant et le chirurgien. Donc, faut-il aussi prescrire de la physiothérapie pendant cette première phase, 45 jours? C'est le principal débat en raison du risque de rupture. Donc, il y a toujours un risque de rupture dans la première phase, si bien évidemment la rééducation elle est très intensive. Si méta-analyse récente confirme que la mobilisation précoce permet de récupérer plus rapidement la mobilité, donc ici sans risque pour les petites lésions. Donc ici, une lésion inférieure à 3 cm, qui sont plus fréquentes. Une physiothérapie dans l'ensemble du complexe de l'épaule est recommandée 6 semaines d'immobilisation stricte si la rupture elle est supérieure à 5 cm. Tout ça, donc il faut bien évidemment communiquer avec le chirurgien, car c'est lui seul qui sait est-ce que c'est inférieur à 3 cm ou supérieur à 5 cm. Donc, mon patient doit-il faire des exercices à domicile? Le patient peut ouvrir le gilet pour mobiliser passivement son épaule et effectuer des exercices en pendulaire. En l'absence de contre-indication, suture de tendon sous-scapulaire par exemple, une rotation externe passive, coup de corps, donc ici, en cède du bras contralatéral peut aussi être réalisé plusieurs fois par jour. Le patient doit mobiliser son coude, son poignet et ses doigts et pratiquer des exercices auto-mobilisation. Quels conseils donner pour des activités de la vie quotidienne? Pendant 6 semaines, le patient ne doit pas mobiliser activement son épaule. Donc ici, par exemple, pour atteindre un objet, ni porter de charge. En revanche, il peut manger, se raser, s'habiller, bouger, coude et poignet sans éloigner le bras de son corps. Toujours ces coudes collés au corps pendant 45 jours. Durant la phase 1 de rééducation, il faut mobiliser la gueule humérale passivement, flexion, abduction, rotation externe en évitant les compensations. Mobilisation pendulaire. Mobilisation rotation active assistée avec bâton, mouvement induit indirectement par le membre, c'est ce qu'on appelle la mobilisation auto-passive par le côté opposé. Étirement du muscle trapèze en abaissant le moignon de l'épaule, trapèze sup, et effectuant des inclinaisons opposées et une flexion cervicale. Le gilet est porté 24/24, mais peut être retiré pour, donc ici, la douche et pour glacer l'épaule.
Donc, ce sont quelques exercices. Ça, c'est mobilisation donc, dans un secteur sécurisé. Deuxièmement, en bas, à droite, c'est exercice pendulaire de l'épaule. Au milieu, en bas, c'est exercice d'auto-mobilisation de l'épaule par côté sain, côté opposé. Et auto-étirement du trapèze sup par le membre sain. Toujours, le membre opéré, il est coude au corps en RO1. Quel objectif pour passer à la phase suivante et quel problème dépister? À la fin de la 6e semaine, l'élévation passive devrait atteindre 110-120 degrés. L'abduction, 90, sauf contre-indication. La rotation externe devrait être supérieure ou égale à 50 degrés. Donc ici, 50% du côté contralatéral, c'est-à-dire donc ici 80-90 degrés. La douleur au repos devrait disparaître. La douleur en mobilisant devrait être donc ici 1 par 5 sur 10 sur l'EVA, sur une échelle numérique ou EVA. Une douleur plus importante, une raideur font suspecter une capsulite, une algoneurodystrophie. Les patients anxieux, pessimistes, donc ici le catastrophisme et qui ont peur de bouger, c'est la kinésiophobie, donc devraient être dépistés car à risque donc ici de mauvais pronostic d'algoneurodystrophie. Phase 2, remodelage et récupération du mouvement, 7 à 12 semaines, processus de guérison. La phase de remodelage et organisation de tissu cicatriciel. Fait suite à la phase inflammatoire, le patient ne porte plus de gilet à partir donc ici de la 7e semaine, peut bouger son épaule dans le but d'amener des légères contraintes qui permettent une meilleure orientation des fibres de collagène. Ce processus peut être retardé par donc ici l'âge du patient et la qualité et la taille de la réparation, inférieure à 3 cm, supérieure à 5 cm, ce n'est pas la même chose. Quelle physiothérapie prescrite? Donc l'apprentissage du mouvement sans compréhension est important pour récupérer des schémas moteurs et donc bien évidemment schémas proprioceptifs et un contrôle neuromusculaire. Au travail de renforcement de stabilisation de la ceinture scapulaire s'ajoute la mobilisation active assistée. Le travail de récupération des amplitudes actives est initié donc ici soit à sec, soit donc ici en piscine. Le renforcement isométrique sous-maximal des rotateurs et le travail proprioceptif en chaîne ouverte sont débutés afin de rétablir la coordination neuromusculaire. Déjà, dans ce thème-là, donc j'ai une petite recherche sur l'effet de la kiné-balnéo, hydrothérapie à l'eau douce, sur tout ce qui est effet positif sur le gain d'amplitude et de diminution de la douleur. En dehors de séances de physiothérapie, que doit faire mon patient? Le patient peut effectuer des exercices d'auto-mobilisation, en actif assisté, pour inactif, sans compensation. Il ne faut pas compenser. De l'articulation scapulo-humérale ou thoracique, la proprioception se travaille en chaîne ouverte, d'abord, donc ici, membre supérieur au zénith, puis assis au debout. Quelles sont les précautions à observer? La contrainte tendineuse étant augmentée par le travail actif. C'est la contraction active et surtout l'actif résisté en chaîne ouverte, c'est très risqué. Le respect de la douleur est primordial. La douleur, c'est le symptôme majeur que le tendon, déjà, il souffre ou il est en tension. Éviter le travail contre résistance, le port d'une charge supérieure à 500 grammes, surtout avec un bras de levier long au niveau de la main. L'utilisation du bras, donc ici dans les activités quotidiennes, sous charge favorise la récupération. À ce stade, le retour au travail concerne les emplois qui ne sollicitent pas l'épaule. Exemple d'exercice durant la phase 2 de rééducation. Mobilisation active assistée, en flexion et en abduction. Initiation de travail de proprioceptif en chaîne cinétique ouverte sans poids, puis avec charge progressive. Donc, l'automobilisation à droite, travail assisté membre côté sain. Là, le patient il est en train d'augmenter l'abduction et travail proprioceptif, chaîne ouverte, sans résistance, et à la fin de la phase avec mid-symbole et sans pousser bien évidemment, c'est un travail libre. Quel objectif pour passer à la phase suivante, phase 2 à la phase 3? Donc la mobilité active de l'épaule doit être égale ou supérieure à 75% du côté sain contralatéral opposé. Elle doit être confortable dans l'activité quotidienne et sans dyskinésie de l'articulation scapulo-thoracique. Phase 3, renforcement et retour de l'activité et à l'activité. Donc, 13e à 18e semaine, c'est processus de guérison. Mais ce n'est pas la phase finale. Pas de pratique sportive, pas de travail de force. La cicatrisation entre en phase de maturation, 12 semaines. Donc 12 semaines qui
12 semaines pour atteindre 50% de la résistance physiologique. La jonction os-tendon récupère plus lentement. Toujours, l'anthèse, ça récupère plus lentement que corporeal ou la jonction myo-aponeurotique, mais sa solidité est suffisante pour commencer un renforcement au-delà de 13e semaine avec des charges supérieures à 1,5 kg. Les récidives survenues souvent entre 6 et 26 semaines. Phase 3, renforcement toujours 13e, 18e. La récupération des amplitudes et du contrôle moteur se poursuit en évitant les conflits sous-acromiaux et la dyskinésie, donc ici, scapula. Le stretching est utile et des hypoextensibilités limites du mouvement. Surtout les grands sont des muscles qui favorisent le recentrage, mais au-delà de 130 degrés, 140, ils deviennent des muscles qui diminuent le mouvement et qui vont freiner les muscles, donc ici, deltoïdes et de la coiffe. Les exercices isométriques, d'abord réalisés en dessous de 90, au-dessous de l'horizontale, puis en augmentant l'élévation du bras, autorise une sollicitation contrôlée, ce en chaîne fermée permettant de travailler le contrôle moteur musculaire. Donc des exercices dynamiques contre résistance sont ensuite introduits pour récupérer la force et l'endurance. À l'aide des haltères, des élastiques, les charges sont toujours inférieures à 5, 1,5, puis on va augmenter progressivement jusqu'à aboutir la 15e semaine. On va augmenter et la limite, c'est la douleur. On augmente le nombre de répétitions, puis les charges. Les exercices fonctionnels ciblent les activités professionnelles et physiques. C'est entamé à la 18e semaine. Les ports de charge et l'activité répétitive travaillent de manière infradouloureuse en fin de cette phase. Donc, exemple d'exercice durant la phase 3. Travail progressif de proprioception en chaîne cinétique fermée d'abord, avec appui, point au sol, donc, puis point inférieur à point appui, puis point opposé. Travail de proprioception en chaîne cinétique fermée sur plan instable. Renforcement des muscles rotateurs externes avec élastique, coup de corps et contrôle de la position de l'épaule. Travail facilitatrice de Kabat, les diagonales. Et surtout, donc, un travail global et visé inférieur à 130 degrés au niveau de l'épaule. Ça, c'est des exercices. Ça, c'est des exercices donc, de travail musculaire. Ça, en chaîne fermée. Puis, c'est dissocié. Travail proprioceptif, médecine ball face à un mur. Puis, au sol. Élastique, rotation externe. Et ça est la mobilisation en diagonale de Kabat. Quelle contribution du patient? Le patient poursuit les exercices de mobilisation active et passive et de contrôle moteur selon ses déficits. C'est une prise en charge personnalisée pour chaque patient. Ajoutons des exercices de renforcement et d'endurance contre résistance en chaîne ouverte et fermée. La charge et le degré d'élévation de l'épaule lors des exercices sont constamment ajustés. Comment guérir le retour ou gérer le retour à l'activité? Les activités modérément contrariantes, bricolage, jardinage, léger vélo, jogging sont autorisés dès le début de la phase 3, à la 13e, donc ici, semaine. La conduite automobile, donc dès la 8e semaine avec une direction assistée, 12e semaine, donc sans direction assistée. C'est l'anamnèse, il faut poser la question aux gens. Les activités plus intensives, sport, donc ici, récréatif, impliquant le bras, jardinage physique, lancer, sont réintroduites à la fin de la phase 18e semaine. Pour les professions qui nécessitent des charges moyennes, inférieures à 20 kg, la reprise est toujours progressive. Pour quel objectif viser? L'objectif est de reprise des activités physiques et professionnelles antérieures. La rééducation se termine lorsque le patient a repris ses activités sans douleur et que la mobilité est symétrique du côté opposé. Un déficit de force résiduelle est courant, mais donc n'entraîne pas de troubles fonctionnels marqués. Phase 4, reprise du sport et du travail de force. C'est 19e à 24e semaine. C'est une prise en charge assez longue avec donc collaboration chirurgien-kinésithérapeute. En général, les résultats en fin de phase 3 est satisfaisante, c'est-à-dire donc ici à la 18e semaine pour une personne donc ici sédentaire, pas de travail de force et pas de donc, pratique sportive, c'est suffisante et on peut sevrer la rééducation. Mais chez les sportifs, chez les patients qui travaillent les travaux de force, il faut compléter jusqu'à 24e semaine pour éviter la récidive et la douleur et donc ici et la raideur de l'épaule.
En général, le résultat en fin de phase 3 est satisfaisant, comme j'ai dit, mais une rééducation spécifique est nécessaire chez les sportifs et les travailleurs de force. Exemple d'exercice durant la phase 4 de rééducation, proprioception sur plan instable et avec appui instable, travail pliométrique avec, donc ici, réception, lancer ballon, contraction excentrique, suivi d'une contraction. C'est un travail en médecine de sport, ça. Renforcement musculaire en salle de force avec poids libre et augmentation progressive de la charge de travail. Et ça, ce sont des exercices avec des haltères, bon de renforcement, travail donc ici des muscles extenseurs, travail de donc medicine ball, travail de proprioception sur ballon et sur medicine ball, et la lancer sur trampoline. Ça, c'est normalement, c'est pas destiné pour tout le monde. Ça, c'est destiné pour les patients qui veulent compléter et qui veulent donc ici avoir une épaule donc, suffisamment stable dans les activités de sport et de l'activité de la force. Conclusion, une rééducation basée sur des recommandations actuelles vise à prévenir deux complications majeures, la rupture récidivante du tendon et la raideur de l'épaule. Le respect des précautions liées à l'état de cicatrisation du tendon est primordial, il faut respecter les phases donc pour prévenir la rupture donc ici récidivante. L'information et les conseils sont fondamentaux pour l'implication active du patient et son programme de rééducation. Merci. Merci, Sophie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Sinon, on passe à la pause café. Yalla. Merci, docteur.